Second débat de ce sens public, on va analyser les conséquences de la visite d'Emmanuel Macron en Ukraine sur nos élections législatives, effet drapeau ou pas. Avant de discuter, on écoute un extrait de la déclaration du président de la République. Lors de cette conférence de presse commune, on entend aussi Volodymyr Zelensky. Tous les quatre, nous soutenons le statut de candidat immédiat à l'adhésion à l'Union européenne pour l'Ukraine. Ce statut sera assorti, nous l'avons dit tous ensemble, d'une feuille de route et impliquera aussi que soit prise en compte la situation des Balkans occidentaux et du voisinage en particulier de la Moldavie. Mais à travers notre visite, l'échange que nous avons eu et cette expression claire, c'est un geste fort, rapide, attendu, d'espoir et de clarté que nous voulons envoyer à l'Ukraine et à son peuple. Nous sommes prêts à travailler pour que notre État devienne membre à part entière de l'Union européenne. Les Ukrainiens ont déjà mérité le droit de se mettre sur cette voie et d'obtenir le statut de candidat. Emmanuel Macron à Kiev, mais aussi les polémiques qui continuent autour du Front républicain, les derniers sondages à moins de 3 jours du vote. Jean-Luc Mélenchon qui parle à la jeunesse sur la plateforme Twitch. Beaucoup de thèmes à aborder avec mes invités. Je vous les présente. Bérengère Bonte, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Bérengère, vous êtes journaliste, essayiste, auteur de cette biographie d'Édouard-Philippe Le Sioux. On est aux éditions de l'Archipel. Pascal Perrineau, bonsoir. Bienvenue Pascal, politologue, professeur émérite à Sciences Po. J'accueille également Erwan Lestrouan. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directeur conseil à l'Institut de sondage Odoxa. Et Laetitia Krupa, éditorialiste politique, est évidemment restée à mes côtés. On commence par la visite, Bérengère Bonte, du président de la République à Kiev. On a parlé, bien discuté des enjeux diplomatiques en première partie. Donc on va basculer un peu plus dans l'analyse politique. Qu'est-ce qu'il vient chercher, Emmanuel Macron? Il y a cet effet drapeau dont on parle tous depuis des mois. Il vient chercher, alors on peut appeler ça l'effet drapeau, et en l'occurrence, il vient chercher la dissipation d'un malentendu qui était peut-être ce qui restait de compliqué à gérer au-delà de cette image de chef de guerre qui, elle, en revanche, semble assez porteuse. Mais c'est vrai que même si tous les Français ne sont pas des grands géopoliticiens, géopolitologues, je ne sais pas, tout le monde a senti qu'il y avait quand même, quel que soit le degré de connaissance, je veux dire, qu'on a de ce conflit, tout le monde a senti. Il y avait des tensions entre la France et l'Ukraine, ou en tout cas entre Emmanuel Macron et son homologue ukrainien. Et c'est très frappant de voir cette conférence de presse où il n'a de cesse d'aller chercher ça jusqu'à inviter Volodymyr Zelensky à répondre à une question à laquelle il n'a pas répondu et qui était l'occasion de justement dissiper le malentendu. Un confrère du Monde qui évoque Vladimir Poutine, on en parlera peut-être, et il lui dit mais tu n'as pas répondu, et il y revient et il fait en sorte que Zelensky réponde pour justement qu'on poursuive comme ça et dissiper ce malentendu. Oui. Pascal Perrineau, est-ce qu'il y a forcément un effet mise en scène? On entendait tout à l'heure la déclaration de Christian Jacob, le président du parti LR, en disant bon ben voilà, c'est pas devant les caméras que la diplomatie se fait. On peut éventuellement en discuter, mais même sur le calendrier, certes. On est à 3 jours du second tour des législatives, mais il fallait aussi réunir 3 autres chefs d'État avec lui. Est-ce qu'il y a forcément une intention politique, j'en viens au bout de ma question, dans cette visite d'Emmanuel Macron? J'allais dire, le but premier de la réunion, ça n'est pas d'influer sur le résultat des circonscriptions législatives en France. On est d'accord. Mais ça peut avoir, bien sûr, un impact. Mais là, il est en tant que président de l'Union européenne, il fait le job et il est face... j'allais dire, une première communication qui était défectueuse. Parce que là, il est dans son rôle et il est sur le créneau sur lequel il est resté performant, j'allais dire. C'est l'image du président de la République française qui gère bien les affaires internationales, qui est à la hauteur de la représentation du pays à l'étranger et qui exprime tout de même ce sur quoi on pouvait avoir quelques doutes depuis quelque temps, en particulier sur le fait qu'il fallait épargner quelque part la Russie, faire attention à la Russie. Voilà, c'est un acte clair de solidarité avec le peuple ukrainien et le président ukrainien. Et ça, j'allais dire, tout le monde en avait un peu besoin, parce que peu à peu, alors que ça n'était pas du tout le cas au début, le doute
pouvait s'introduire. Donc là, les choses sont remises, j'allais dire, d'équerre, et il y met un certain acharnement, parce qu'il sent bien qu'il y a un peu... C'est comme l'ardoise magique, hein, il faut effacer. Il faut effacer, et parfois, il y a des rémanences qui peuvent rester. Alors, bien sûr, tout cela... Ça ne peut, j'allais dire, qu'avantager le camp de celles et ceux qui le soutiennent. Ça remet un peu de hauteur aussi, j'allais dire, dans cette campagne des élections législatives où véritablement c'était de plus en plus au ras des pâquerettes. J'allais dire, les tweets toutes les 30 minutes vont pas remplacer tout de même une campagne législative. Vous voyez, les arguments commençaient vraiment à voler très très bas. On mobilisait un vote purement négatif des Français. Oui, on va y venir. Le vote contre plutôt qu'un vote d'adhésion sur des programmes. Erwan Lestran, l'effet drapeau, est-ce qu'il peut jouer dimanche? Parce que on voit bien l'impact que ça peut avoir dans une campagne d'élection présidentielle. Voilà, ça profite directement à Emmanuel Macron. Je sais bien qu'Emmanuel Macron est en photo à côté de tous les candidats ensemble, tout comme Jean-Luc Mélenchon est à côté des candidats NUP ou Marine Le Pen. Mais est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact sur le choix des électeurs dimanche de voter pour ou contre un candidat de la majorité présidentielle? Alors, l'effet drapeau, il faut bien avoir en tête une chose, c'est qu'il survient dans un moment de grand témoin national. Oui. Ça a pu être le cas pour George Bush aux États-Unis en 2001. Ça a pu être le cas en 2015 pour François Hollande après les attentats. Pour Emmanuel Macron, ce ralliement au drapeau, cet effet drapeau, il a déjà eu lieu. C'était à la fin du mois de février, au début du mois de mars. Aujourd'hui, non seulement ça s'est un peu estompé, mais les Français, non sans minimiser ce qui se passe en Ukraine, se sont recentrés sur le contexte national. Il y a même un petit risque pour Emmanuel Macron à être absent de France dans cette semaine stratégique, c'est qu'il peut donner le sentiment d'une certaine vacance du pouvoir ou hauteur par rapport aux préoccupations actuelles des Français, dans la continuité de cette entre-législative et présidentielle où on a considéré que Emmanuel Macron était assez peu présent, tardait à nommer une première ministre, un gouvernement, faisait plutôt profil bas sur les réformes qui allaient entrer en vigueur à la rentrée. Donc vous nous dites qu'il prend plutôt un risque, vous? Il prend plutôt un risque. Il sort plutôt du contexte national. Il est recrédité sur le régalien, la représentation de la France à l'étranger. Ça, c'est un point très important et c'est un point sur lequel il est valorisé, la capacité à donner une bonne image de la France à l'étranger. C'est une personne qui échange avec les chefs d'État les plus puissants. Donc, ça crédite Emmanuel Macron. Pour ce qui est de la mobilisation des personnes susceptibles de voter pour les listes de la majorité présidentielle, on est quand même sur un autre plan. Laetitia, quelles images vous retenez de cette journée, vous? L'image du train, train de nuit, ce train ukrainien qui part de Pologne pour aller vers ce pays en guerre avec les 3 chefs d'État et chefs de gouvernement ensemble dans un wagon avec des faux airs de... Je ne sais pas, on pourrait dire Orient Express, des faux airs de romans d'Agatha Christie, mais je ne dis pas ça d'un point de vue anecdotique, parce que en fait, quand on travaille dans les médias, on comprend que les journalistes ont besoin d'images fortes pour raconter des histoires, et cette histoire du train, elle a été reprise partout, et les Français l'ont vue, entendue ou lue, et donc c'est une image qui est très importante. On a compris que Emmanuel Macron était venu avec un message de fraternité européenne, donc on sait que les images servent les messages. Je ne suis absolument pas d'accord avec Christian Jacob. La diplomatie se fait aujourd'hui évidemment devant les caméras, évidemment à coup d'images et de communication. Enfin franchement, je trouve qu'il est quand même à côté de l'époque. Et donc oui, bien sûr que l'Élysée a mis en scène ce déplacement, notamment dans le récit avec le suspense. Ira-t-il, n'ira-t-il pas? On vous ne dit pas, mais il devrait peut-être y aller. Mais jusqu'au vraiment dernier moment, les journalistes qui étaient présents avec Emmanuel Macron n'ont pas été tenus au courant. Et puis ensuite, il y a des arguments de sécurité pour. Bien sûr, ils en ont choisi que quelques-uns. Quand même. Donc, ils ont bien sûr entretenu ce suspense, etc., pour dramatiser et pour rendre encore plus important ce déplacement. Oui. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est pas très important, mais la conférence de presse dont on a vu des extraits, en fait, elle avait été enregistrée. C'est-à-dire, quand elle a été diffusée pour la première fois, ça faisait déjà 1 heure à peu près qu'elle avait été enregistrée. Là aussi, pour des raisons de sécurité. Alors, c'était assez cocasse parce que l'agence France Presse qui était présente avait déjà fait la dépêche où on savait ce que Emmanuel Macron annonçait
sait, mais on n'avait pas encore reçu les images. Je propose à Tam Tranui, qui doit être en coulisses, de nous rejoindre. Rebonsoir Tam, pour évaluer, décortiquer les commentaires multiples et variés que cette visite d'Emmanuel Macron a provoqué, surtout du côté des oppositions, évidemment. Et oui, ces oppositions qui interrogent le timing d'une telle visite, alors qu'il n'y a que quelques jours, 5 jours, pour faire campagne entre le premier et le second tour des législatives. 50 nuances de critiques dans les matinales radio et télé ce matin. On va faire un petit panorama du Rassemblement national à la NUP. Et on va commencer avec le plus offensif ce matin, c'était Jean-François Copé, qui a convoqué Jacques Chirac, rien de moins, pour rejeter vertement le calendrier. La maison brûle et Emmanuel Macron, il regarde ailleurs. Enfin, l'imaginer ce matin dans un train vers l'Ukraine, comme s'il pouvait pas attendre la semaine prochaine, alors que l'extrême gauche est quand même aujourd'hui hyper menaçante et a vocation quand même à déstabiliser notre pays. Pour la Roumanie, la Moldavie, et maintenant il est dans le train pour Kiev, vous le disiez. C'est pas qu'il a tort ou raison, c'est surtout que c'est d'une légèreté incroyable. Voilà, au Rassemblement national aussi, on a eu des objections à faire, mais pas tout à fait sur le même ton. Marine Le Pen a dit qu'elle approuvait la visite du chef de l'État à Kiev, je la cite. Elle n'est pas choquée, c'est légitime qu'il y aille et discute avec Volodymyr Zelensky, mais il y a un mais. Je l'ai dit et je le redis, rien de ce que fait ou de ce que dit Emmanuel Macron, jamais, rien n'est dépourvu d'arrière-pensée électoraliste. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit a un but électoraliste. Donc il est évident que le choix de ce déplacement à 2 jours de l'élection, du second tour de l'élection législative a évidemment un but électoraliste. Et même stratégie du côté de la NUP avec l'eurodéputé Manon Aubry, qui affirme pourtant ne pas vouloir polémiquer, mais là encore, il y a un mais. On peut quand même s'interroger sur le timing. Il y a 5 jours de campagne entre le premier tour et le second tour de l'élection législative. Vous pensez qu'il y a une visée électorale pour faire effet drapeau? Vous connaissez l'effet drapeau et essayer de réunir le pays derrière une cause. Voilà, l'effet drapeau dont vous avez parlé à l'instant. Dans le même camp, Alexis Corbière, député La France Insoumise, tout nouvellement réélu, a lui enfoncé le clou. C'est le peuple ukrainien que M. Macron veut aider ou sa propre équipe et son parti actuellement en difficulté. Que répond le camp d'Emmanuel Macron, ses partisans? Les critiques, elles sont bien entendu balayées par les partisans d'Emmanuel Macron. Exemple avec le ministre chargé de l'Europe, Clément Beaune, également candidat en difficulté aux législatives à Paris. Est-ce qu'une fois dans cette campagne chez M. Corbière, on peut avoir un peu de hauteur de vue, de dignité, quand même? Le président de la République, il n'est pas candidat aux législatives, il a été élu le 24 avril. On nous reproche tout et son contraire. Pas y aller assez tôt, y aller trop tard. Bon. Est-ce que par respect, par dignité, par engagement européen, je sais que ça gêne un peu la France Insoumise, on peut... Alors que eux ont dit que Vladimir Poutine devait être un allié de la France, que l'agression russe était du pipeau, je cite Jean-Luc Mélenchon, ici même. Bon. L'argument qui justifie la date de ce déplacement pour le ministre chargé de l'Europe et candidat, c'est que la présidence française de l'Union européenne touche à sa fin, que nous sommes à 1 semaine d'un nouveau sommet européen et qu'en plus de ça, il a fallu coordonner les agendas de 3 responsables européens de premier plan. Notez que Clément Beaune profite bien sûr de la question pour tacler les accointances passées de Jean-Luc Mélenchon avec Vladimir Poutine, alors qu'à 3 jours du second tour, la Macronie agite un chiffon rouge qui vire à l'écarlate face à l'éventualité d'une victoire de la NUP. Merci Tam. Effectivement, Erwan Lestran, ce chiffon rouge anti-Mélenchon, il marche est-ce qu'il marche d'abord et si oui, auprès de quels électeurs? Alors, c'est tout l'enjeu pour Emmanuel Macron. C'est vrai que la majorité des seconds tours qui auront lieu dimanche sont des oppositions entre la NUPES et Ensemble. C'est 271 seconds tours. Ouais. Donc, nécessairement, Emmanuel Macron a intérêt à insister sur ce positionnement politique d'ensemble qui est moins radical que la NUPES, mais aussi moins radical nécessairement que le Rassemblement national, et de bénéficier de cette centralité politique pour bénéficier au mieux des reports de vote des électeurs de droite quand il est opposé à la gauche et des reports de vote des électeurs de gauche quand il est opposé à l'extrême droite. Évidemment, se poser en rempart face aux extrêmes, ça peut être un facteur de mobilisation de son électorat. En revanche, ça peut aussi susciter l'animosité des forces politiques qui sont présentées comme des extrêmes, ce que n'entendent pas vraisemblablement tous les sympathisants de la NUPES, mais aussi ceux du Rassemblement national. Bérangère Bonte, qu'est-ce qui va se jouer effectivement dans ces 271 circonscriptions? C'est un vote contre, en fait?
C'est-à-dire plutôt un vote contre Jean-Luc Mélenchon ou contre Emmanuel Macron qu'un vote d'adhésion pour les programmes. C'est un peu ce que disait Pascal Perrineau tout à l'heure. On est, évidemment, on a beaucoup évoqué tous ces derniers mois, à vrai dire, l'énorme rejet que provoquait le président de la République dans l'opinion. Et c'est vrai qu'il y a Dieu sait que Jean-Luc Mélenchon est clivant, mais je veux dire, Emmanuel Macron, bien que réélu, et donc sa majorité, attire effectivement beaucoup de méfiance, et génère donc un vote, effectivement, qui n'est pas forcément, entraîne en tout cas autour de lui des votes qui sont pas des votes d'adhésion. Et donc, c'est là où c'est très difficile de faire des prévisions. Et j'aimerais pas être sondeur, ça tombe bien, je ne le suis pas. Oui. Mais on en est même il y a quelques voix là ces dernières heures qui le sociologue Hervé Lebras par exemple qui estime, mais encore une fois c'est très difficile à prouver qu'on a probablement fortement sous-estimé les chances du camp Macron. Et lui prédit un groupe ensemble de 345 élus, se basant sur un calcul. Alors je ne sais pas ce qu'on pense. Des fourchettes hautes. Se basant en fait sur un calcul d'une départementale de 2015. Alors évidemment les scrutins n'ont rien à voir, même si avec une forte abstention, avec également 3 blocs gauche, droite, extrême droite. Et où c'est exactement ce qui vient d'être dit. Il dit le candidat du centre attire face à un candidat de gauche attire l'extrême droite et face à l'extrême droite attire la gauche. C'était le scénario qui était dans la coulisse de l'Élysée au tout départ. Je vous l'avais dit sur ce plateau d'ailleurs. Ils étaient convaincus qu'ils auraient une majorité plus large qu'en 2017. Alors ensuite, il y a eu une petite fébrilité quand ils ont vu bien sûr la NUP, la progression et puis les résultats du premier tour. Mais vraiment, en amont du scrutin, c'était en tout cas le pari de l'Élysée. Je pense que la régie va me suivre. Je voudrais qu'on voit les projections en siège du dernier sondage Odoxa que vous proposez, qui est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de questions qu'on va s'appuyer dessus là dans le temps qui nous reste dans ce débat. Projections en siège, donc on voit, selon votre travail, 252 à 292 pour Ensemble, la majorité présidentielle, 179 à 225 pour la NUP, 42 à 62 pour LR, UDI, 25-49 pour le Rassemblement national et l'extrême droite. Là, on n'y est pas aux 345 dont parle Hervé Lebras, loin de là même. Non, on est très en deçà. En fait, finalement, quand la majorité absolue à l'Assemblée nationale est à 289 sièges, c'est finalement parmi les hypothèses les moins probables dans notre fourchette aujourd'hui. Ça ne dit pas que c'est impossible, ça dit que c'est une solution qui est moins probable et qu'on se dirige plutôt vers un scénario qui serait non seulement une majorité relative, mais aussi une opposition de gauche extrêmement importante qui pourrait avoir 180 à 220 sièges, donc à un niveau très important, qui dépasserait le groupe Les Républicains comme principal groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, ce qui est quand même une reconfiguration des forces en vigueur aussi. Et donc voilà, ça montre que la tectonique des plaques qu'on a observée au soir du premier tour a quand même modifié est quand même susceptible de modifier la structure de l'Assemblée nationale. Et ça montre aussi tout l'enjeu stratégique pour Emmanuel Macron qui peut survenir dans les prochains jours selon qu'il dispose d'une majorité absolue ou relative et selon les nouveaux équilibres qu'il pourrait devoir trouver. Ça, on va se projeter évidemment là-dedans, Pascal Perrineau, mais quand même dans cette très courte campagne de tours législatives, on peut avoir le sentiment que c'est Emmanuel Macron qui donne le tempo. Est-ce que vous êtes... Et on dit que c'est souvent très important en politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, pour l'instant, on a l'impression qu'après une grande période de faiblesse, de communication extrêmement brouillonne, je pense à son entretien avec la presse quotidienne régionale, je pense encore à l'intervention sur le tarmac d'Orly, etc. On a l'impression que les choses... Ça, pour vous, c'était pas bien joué ? Non, je ne crois pas que c'était... Ça donnait un signe de fébrilité. Oui, ça donne un signe de fébrilité, un peu d'affolement. La symbolique n'est pas la bonne. On pourrait faire c'est très incohérent. Oui. Mais la politique n'est pas que de la communication, et heureusement. Mais on voit dans vos données, dans les données d'Odoxa, on voit tout de même que, même si c'est le moins probable, le haut de votre fourchette, c'est la majorité absolue. Le haut de la fourchette de NUPES n'atteint pas le bas de la fourchette d'ensemble. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que là, pour l'instant,
la perspective d'une NUPES qui bouleverserait complètement parce que c'est elle qui aurait la majorité relative, c'est impossible. C'est impossible aujourd'hui. Et on ne voit pas très bien, dans les derniers jours, ce qui pourrait bouleverser ce scénario. Donc pour l'instant, on est toujours dans la même épure. La majorité absolue, c'est pas le scénario le plus probable, mais c'est pas un scénario impossible. Les 345, là, je crois que véritablement, ça n'est pas raisonnable de situer ensemble à un aussi haut niveau. La majorité relative, mais une fois de plus, on revient, quelle majorité relative? Si c'est une majorité relative où il leur manque 7-8 députés, mais ça sera facile, j'allais dire, d'aller les chercher. En revanche... au cas par cas, en fonction des projets. Au cas par cas. Et puis, les députés, ils ont leur quant à soi. Sur certains projets, on trouvera des divers gauches. Sur d'autres projets, ils trouveront des divers droites et même des gens du LR. Ce sera plus compliqué, mais Emmanuel Macron va réapprendre un peu Il va réapprendre l'horizontalité. C'est très bien pour lui. La culture du compromis parlementaire. Voilà, ça sera ça, la nouvelle méthode. Vraiment la nouvelle méthode, au-delà du discours. Bon, et puis, on peut aussi imaginer un scénario beaucoup plus difficile. Il lui manque 20 à 25, il se retrouve avec une majorité relative, mettons, dans les 260. Ça fait 29 députés à aller chercher. Là, ça devient très compliqué. Et on passe peut-être à un autre scénario, c'est-à-dire un accord institutionnel avec un groupe pour pouvoir garantir que ça tourne. Qui serait sans doute LR. Ou divers gauche, si les divers gauches arrivaient à avoir un groupe, ce qui n'est pas le scénario le plus probable. Alors, sur cette question de majorité présidentielle, de majorité absolue ou non, il y a aussi un élément intéressant, Erwan Esrohan, dans votre sondage. Vous avez demandé que souhaitent les Français, finalement. Et alors, ça peut sembler paradoxal. 63% veulent une majorité pour ensemble, mais 70% ne souhaitent pas une majorité absolue pour ensemble. Là, c'est la chambre introuvable. C'est un peu la chambre introuvable, quoi. C'est la caractéristique de cette élection où les Français vont arbitrer un match dont ils ne souhaitent pas de vainqueur. Ils veulent une majorité relative, c'est-à-dire qu'ils veulent davantage. Ils veulent majoritairement une majorité relative. Quand on leur demande est-ce que vous souhaitez que la majorité présidentielle dispose de la majorité absolue, 25% nous disent oui. On est en retrait, mais quand on leur demande est-ce que vous souhaitez que la NUPES dispose de la majorité absolue, ils sont que 32% à nous dire oui, donc c'est pas non plus une hypothèse qui les séduit. Ce qui les séduit le plus, proportionnellement, c'est 38% de Français qui sont favorables à une majorité relative, et c'est même une hypothèse qui dépasse les 50% chez les électeurs de premier tour d'Anne Hidalgo, de Fabien Roussel, de Yannick Jadot, de Valérie Pécresse, de Marine Le Pen. Donc cette culture parlementaire de discussion qui pourrait s'installer, qui ferait repenser au quinquennat, au deuxième quinquennat, au début du deuxième quinquennat de François Mitterrand avec Michel Rocard, qui a vu aussi le 49-3 se multiplier, mais qui pourrait être une solution finalement verticale et qui conviendrait aux Français. On rappelle en quelques mots, Pascal Perrineau, le 49-3, la règle a changé quand même. On ne peut plus l'utiliser comme à l'époque. Avant, on pouvait l'utiliser à foison. Michel Rocard l'avait utilisé 28 fois, le recordman toute catégorie. Maintenant, c'est terminé. On peut l'utiliser qu'une fois par session. Donc, voilà, plus le budget. Donc, vous voyez, c'est extrêmement restreint. Oui, c'est extrêmement restreint. Le paradoxe, Bérangère Bonte, de ce vote, on va voir, on sera peut-être surpris dimanche, c'est que peut y avoir une poussée à gauche, une NUP puissante à l'Assemblée et un Emmanuel Macron qui gouverne un peu plus à droite, contraint et forcé de le faire. Qui va probablement, qui par la force des choses et au fil de cette campagne est parti vers la droite. Souvenez-vous que l'entre-deux tours de la présidentielle, son premier réflexe, c'est d'aller à Marseille et de parler à la gauche et de parler aux écologistes, etc. Là, son premier réflexe, c'est l'inverse, c'est de s'exprimer clairement. Les choses sont relativement claires et maintenant qu'il est acquis qu'il y aura une gauche puissante de façon inespérée pour eux, évidemment, ça va le déporter vers la droite. Simplement, deux mots, une gauche puissante mais divisée. Divisée en plusieurs groupes et peut-être ensuite divisée autrement. Oui, parce que chaque parti de la NUP peut espérer avoir un groupe à l'Assemblée. La gauche très, très fragile. Déjà, la première était fragile, mais alors celle-là... Mais Emmanuel Macron va avoir besoin, allez-y. On parlait des LR, évidemment, s'il veut des accords au coup par coup sur certains textes, il va bien falloir qu'il se positionne clairement dans une position acceptable pour eux. On n'a pas parlé du groupe Horizon et du groupe Modem, mais vu la place un peu centrale que sont en train d'acquérir ces deux personnalités, François Bayrou et
Édouard Philippe, il va bien falloir là aussi donner quelques gages. Donc là, c'est plus tout à fait la même histoire. La rigueur budgétaire, la dette, etc. Il va falloir s'en occuper. Quoi. Je ne sais pas si vous avez la réponse, c'est pas une colle, mais est-ce qu'on sait quelles sont les prévisions en nombre de sièges pour le MoDem d'un côté, Horizon de Oui, c'est autour d'une cinquantaine pour le MoDem, entre 40 et 50, et autour de 20-25, je crois, pour Horizon. Ça donne à peu près ces tendances-là, mais ça montre déjà que La République En Marche n'est pas majoritaire, quoi qu'il arrive, à elle seule, qu'elle a besoin de... maintenant, ça s'appelle Renaissance. Voilà. Et sur l'homogénéité de l'union de la gauche, ce qu'il va avoir aussi en termes de calendrier, c'est qu'en 2024, les prochaines élections sont les élections européennes qui peuvent être facteurs de division entre les différentes forces de gauche, entre les Insoumis et le Parti Socialiste notamment. Alors je voudrais qu'on discute un peu de ce front républicain, c'est un thème un peu récurrent cette semaine, mais c'est intéressant parce qu'on a l'impression que c'est toujours pas aussi clair au sein du gouvernement. Écoutez les nuances du front républicain, la première ministre Elisabeth Borne hier soir et son ministre chargé de l'Europe, Clément Beaune, c'était ce matin sur France Info. Quand on a face au Front National, au Rassemblement National, des candidats qui insultent nos policiers, qui sont ambigus sur la laïcité et qui sont en connivence avec la Russie, non, nous n'appelons pas à voter pour eux. Moi, je ne voterai jamais pour l'extrême droite. Et quand l'extrême droite a un adversaire, je vote pour l'adversaire de l'extrême droite. C'est beaucoup plus clair chez Clément Beaune. Là aussi, je m'appuie sur votre sondage. Vous avez posé la question aux électeurs, les électeurs de chacun des candidats à la présidentielle, mais notamment, ce qui nous a intéressé, les électeurs d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'ils souhaitent en termes de consignes de vote ? 20% souhaitent que les candidats de la majorité présidentielle appellent à voter NUP en cas, évidemment, de duel face au RN. On est dans cette logique de front républicain. 12% quand même disent voter RN et 52%, c'est le premier chiffre qui s'est affiché, refuse toute consigne de vote. Pascal Perrineau, ce barrage républicain, on le voit s'effriter, élection après élection. La nouvelle tripartition de notre échiquier politique, est-ce qu'elle ne le rend pas finalement obsolète? Est-ce que c'est pas ça, finalement, l'adjectif qui colle le mieux au front républicain? Ce front républicain, il est de toute façon lézardé depuis de très longues années. Pour beaucoup d'électeurs, ça n'a plus de sens. Et puis en plus de ça, c'est un front républicain qui se dédouble en un double front, puisqu'il y a maintenant deux radicalités, d'une certaine manière, qui peuvent être, à tort ou à raison, c'est pas le problème, considérées comme menaçant les valeurs de la République, etc. C'est à la fois contre la gauche de la gauche, contre la gauche radicale et contre la droite radicale. Alors on voit bien les utilisations un peu politiques, à quoi ça peut mener, parce qu'on se présente dans la position avantageuse, en effet, de l'extrême centre qui rejette les deux familles radicales de part et d'autre. Donc il y a des utilisations, en effet, de ce double front républicain. Mais on voit bien qu'entre eux, ils ne sont pas d'accord. Madame Borne n'est pas d'accord avec Monsieur Beaune. Madame Borne, en effet, dit que les électeurs d'ensemble pourront pratiquer éventuellement le refus de choisir et le vote blanc, alors que Clément Beaune... Mais attention, Clément Beaune, il est dans une position difficile, dans une circonscription de gauche, et donc il a besoin d'envoyer quelques éléments favorables à ses électeurs. Oui, effectivement. Erwan Lestran, ce chiffre, quand même, 52% des électeurs d'Emmanuel Macron disent on ne veut pas de consigne de vote. Oui, c'est intéressant d'ailleurs de le noter. On sait que de toute façon, les électeurs ne tiennent pas forcément compte des consignes de vote qui sont données par les candidats. Mais en tout cas, ce que ça montre, c'est que le candidat n'est pas attendu dans une posture face à l'extrême droite ou face à ce qu'il présente comme l'extrême gauche, alors que lui-même les présente comme des extrêmes, ce qui est assez paradoxal. Par contre, sur ce front républicain qui s'est atténué, je tiens quand même à modérer un peu tout ça, parce que finalement, ce qu'on a vu à la présidentielle, c'est qu'au soir du deuxième tour, l'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen était un peu plus important que ce que mesuraient les sondages, qui a laissé envisager qu'il existerait maintenant une espèce de ce qu'on pourrait appeler un front républicain de dernière minute. C'est-à-dire, c'est pas un front républicain qui s'impose au soir du premier tour, tel que ça a pu être le cas le 21 avril 2002, mais plutôt, si ça n'est pas un réflexe, une idée qui fait son chemin au fur et à mesure de l'entre-deux tours et qui se décide
le dernier jour. Donc il peut y avoir quand même ce rebond. On voit bien par exemple que les électeurs d'Anne Hidalgo, Fabien Roussel, Yannick Jadot sont les plus prompts à souhaiter un vote d'opposition au Rassemblement national, à la différence de ceux de Jean-Luc Mélenchon qui préfèrent qu'il n'y ait pas de consigne. Mais c'est vrai que le principe du Front républicain, et tel qu'il a existé à plein et joué à plein en 2002, est relativement détérioré. Oui, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, un peu plus tôt dans notre débat, sur la possibilité finalement d'une majorité absolue par ce réflexe de regroupement autour du candidat qui est le plus centriste dans chacun des duels. On va parler de Jean-Luc Mélenchon maintenant. Laetitia, il a pris le parti d'interpeller directement les jeunes pour les appeler à se déplacer aux urnes dimanche, et il le fait évidemment en allant sur leur support favori. Oui, et au moment où on se parle, Thomas, il doit être sur Twitch, voilà, cette plateforme très prisée des jeunes. Alors c'est une spéciale élection législative, bien sûr, il est en train de présenter son programme, et bien sûr, Surtout, il surligne les mesures à destination des jeunes comme la suppression de Parcoursup. À 70 ans, finalement, le doyen de la présidentielle est celui qui a mieux compris le mix médiatique. C'est-à-dire qu'il manie aussi bien les médias traditionnels. Il était sur le plateau du 20h, il était dans le studio d'RTL. Et puis, il va aussi régulièrement sur YouTube, sur tous les supports numériques très prisés, encore une fois, des 15-25 ans, notamment sur TikTok. C'est un des seuls qui sait utiliser TikTok avec peut-être Emmanuel Macron. Et donc, il multiplie les messages à destination des jeunes électeurs. Bon, alors dis donc, il y en a qui disent, mais comment je fais pour élire Mélenchon Premier ministre, vu qu'il n'y a pas de bulletin écrit Premier ministre Mélenchon? Comment je fais ben, je prends un bulletin de vote, qui n'est pas difficile à reconnaître. Il y a V dessus, d'accord? V comme voter, comme victoire. Donc, le 12 et le 19 juin, on va voter pour la victoire. Voilà, TikTok, pour ceux qui connaissent, c'est des petites vidéos comme ça avec de la musique. Il en poste vraiment très régulièrement. Alors, bien sûr, son pari... Il a toujours un peu le même ton. C'est un petit côté père Fouettard, là, quand même. Hein, mais ça crée aussi son personnage, finalement. Vous savez, Thomas, en communication, on conseille toujours de ne pas trop s'éloigner de sa nature profonde. Donc, c'est la nature de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, il l'exploite. Et son pari, c'est bien sûr de contourner cette faible réserve de voix. Il le sait. Et donc, de convaincre les abstentionnistes. Et les jeunes sont très abstentionnistes. Hein. On l'avait rappelé... sur ce plateau, un sondage Ipsos Soprasteria donne le taux d'abstention chez les 18-24 de 69% et 71% chez les 25-34 ans. Ça, c'était les chiffres du premier tour. Alors, est-ce que c'est efficace, cette communication non. Mélenchon à destination des jeunes? Si on regarde ces chiffres, je vais vous dire non, mais la politique n'est pas gravée dans le marbre, mais tout peut encore évoluer. En tout cas, le calcul de Mélenchon n'est pas idiot, mais il le fait un peu maladroitement. On l'avait passé sur ce plateau, effectivement, dans son interview au 20h de France 2, il était un peu agressif, il a continué dans l'agressivité. Vous voyez, quand on est... on a une nature, il est difficile de s'en éloigner. Et il le dit, par exemple, dans l'émission Quotidien sur TMC, il a harangué comme ça les jeunes en disant « Bouge-toi, mon pote, bouge-toi un peu », en demandant aux filles aussi de se bouger encore plus, parce que sinon les réacs allaient arriver. Donc, je ne suis pas encore très douée dans la psychologie des vingtenaires, mais je n'ai pas l'impression que cette méthode soit très efficace. Et c'est pas le seul à s'adresser aux jeunes, évidemment. Emmanuel Macron est assez actif, lui aussi. Oui, avec plus ou moins de brio. Là aussi, en témoigne la dernière vidéo postée par les jeunes avec Macron qui a été très vite retirée. Vous allez comprendre pourquoi. Voici un petit extrait. Voilà, c'est tous les risques si la NUP passe. Et puis dans ces envois de textos, il y a le jeune qui dit vivement mon week-end de 3 jours à Marrakech. Pas sûr que ce soit le bon message quand on veut faire revenir les jeunes à la politique. Et pourtant, 2 ans après, un an après le dernier confinement, rappelez-vous ce que Emmanuel Macron avait dit. Il y avait un boulevard pour les jeunes, pour faire revenir les jeunes à la politique. Emmanuel Macron avait eu ces mots. Il avait dit « C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Je ne donnerai jamais de leçons aux jeunes car ce sont eux qui vivent le plus grand sacrifice. » Et quand on voit aujourd'hui la communication
communication politique à destination des jeunes, il y a encore beaucoup de travail. Ouais. Bérangère Bonte, c'est l'un des paradoxes de cette année électorale. Le doyen des candidats à la présidentielle est celui qui attire le plus le vote jeune, même s'il y a eu évidemment beaucoup d'abstention. Là, on l'a vu au premier tour des législatives. Et en les engueulant comme il le fait là, depuis quelques jours, pas sûr que ça qu'il puisse en convaincre plus. Mais c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, on sent dans cette dernière campagne qui était, enfin cette dernière campagne, une espèce d'amusement, une espèce d'excitation. C'est sans doute un peu vertigineux ce qui attend Jean-Luc Mélenchon après dimanche. Oui, parce qu'on rappelle qu'il ne se présente pas aux législatives, il ne sera pas à l'Assemblée. Et il ne sera pas à Matignon, je crois qu'on peut le dire. Donc en fait, voilà, il y a un plaisir effectivement à jouer. Donc ça s'est passé par ces hologrammes. Ça fait un moment qu'ils s'amusent avec tout ça. Moi, je crois que dans le vote des jeunes, il y a un élément dont on n'a pas parlé. Je suis bien incapable de vous dire l'effet qu'il va avoir, mais c'est la canicule de ces jours-ci là. Il y a une douzaine, je crois, de départements en canicule rouge, ce qui veut dire au moins 3 nuits. Et surtout que où la température ne redescend pas. Ça veut dire 3 nuits, si vous comptez bien, ça nous amène au week-end. Et sincèrement, alors entre Emmanuel Macron qui est à la guerre mais qui va revenir, je veux dire ça c'est quand même, alors de nature probablement à attirer plutôt un électorat, à motiver un électorat ou des abstentionnistes plutôt de gauche et écologistes. Mais voilà, est-ce que ça peut pas mobiliser cette jeunesse dont on a tellement dit à raison qu'elle était quand même très très mobilisée sur ce sujet-là. Et qu'elle a défilé tous les vendredis, bien sûr, c'est vraiment une question que je me pose. Et si les NUPES sont un peu malins... Alors moi je voudrais qu'on décide de dire NUPES ou NUP, mais je crois que l'Académie française a répondu à un confrère de public de LCP, la chaîne Assemblée nationale, et l'Académie française a dit on dit NUP. Voilà. Comme on dit JUP. Voilà, donc moi je vais dire NUP. D'accord. Jusqu'à ce que cette coalition dure, on verra bien. Allez, je redeviens un peu plus sérieux, on va reprendre un chiffre, celui de l'abstention. Erwan Lestran, c'est intéressant, vous avez estimé l'abstention pour ce dimanche, et vous l'estimez au même niveau qu'au premier tour, c'est-à-dire 53%, c'est ça ? C'est ça, elle pourrait atteindre 53%, ce qui ne serait pas le record de la Ve République, comme ça a été le cas au premier tour, parce qu'on était à 57% au deuxième tour en 2017, mais qui était un deuxième tour plutôt de confirmation. Là, c'est un peu préoccupant, parce qu'il reste quand même beaucoup d'inconnus. Et puis ça montre un peu, c'est assez jupitérien, que finalement le régime de la Ve République est devenu très présidentiel et que les Français boudent un peu cette élection législative et peut-être ne se rendent pas compte du contre-pouvoir puissant que peut être l'Assemblée nationale. Donc une abstention forte, une abstention évidemment très typée sociologiquement, plus forte chez les plus jeunes, chez les plus modestes et plus importante chez les Français les plus insérés socialement, les plus âgés, voire même les 60 ans et plus. Donc on est sur des niveaux préoccupants d'abstention. Et justement, ces jeunes qui ne devraient pas voter, ça montre un peu tout l'intérêt aussi pour Jean-Luc Mélenchon et la NUPES de les mobiliser. Parce que si Ensemble dispose de réserves de voix dans le corps électoral et peut susciter les réserves de voix auprès de la droite et de la gauche modérée, les réserves de voix pour la NUP, pardon. La NUP. Elles sont... oui, non, mais je suis super. J'ai recruté. Les réserves de voix pour la NUP, elles se situent finalement en dehors du corps électoral de dimanche dernier. Et c'est ces gens-là qu'il va falloir aller chercher. Alors justement, c'est intéressant. Si on essaye d'imaginer des leviers de mobilisation de dernière minute, vous avez dit pourquoi pas la canicule, le sentiment d'urgence climatique dans la jeunesse. Est-ce que vous en voyez d'autres, vous, Pascal Perrineau ? Non, personnellement. Vous pensez qu'on va rester sur une abstention très forte. Une abstention élevée qui aura les mêmes caractéristiques, d'ailleurs vous le dites, c'est-à-dire une jeunesse extrêmement touchée par l'abstention parce que toute une partie de la jeunesse s'interroge de plus en plus sur l'acte même du vote et de l'élection. Donc ça va loin. Et dégeler en quelques heures ou en quelques jours cette réticence par rapport à l'acte électoral, parce que vous disiez à juste titre, toute une série de jeunes étaient dans la rue sur les enjeux climatiques, ça ne veut pas du tout dire qu'ils trouvent la même légitimité à aller voter. Vous voyez, donc ce sont des jeunes qui parfois peuvent être extrêmement différents. La manifestation n'est pas le premier pas de la mobilisation électorale dans la jeunesse. Et puis, méfions-nous de parler de la jeunesse. Vous savez, politiquement... Les jeunesses, il faudrait dire. Mais bien sûr, la jeunesse, ça veut rien dire. Parce qu'indépendamment du fait qu'ils ont à peu près tous le même âge de leurs artères, rien ne les rassemble. Entre les jeunes, et ils sont nombreux, de milieux populaires,
en bas de la hiérarchie des diplômes, qui vont voter massivement pour Marine Le Pen et le Rassemblement national. Regardez les scores, vous le disiez tout à l'heure, sur les 25-34 ans. Ces jeunes-là qui ont du mal à rentrer sur le marché du travail, etc. Bon, là, c'est une jeunesse bien particulière dont on parle très peu, mais qui vote massivement RN. La jeunesse éduquée, elle vote tout de même très éduquée, insérée, venant de milieux favorisés. Elle vote avant tout ensemble. Et puis, vous avez une jeunesse qui est plus intermédiaire, de lycéens, d'étudiants, qui parfois, en effet, considèrent que les études, ça leur donnera pas forcément l'accès au marché du travail. Et ceux-là, ils votent plutôt en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est, j'allais dire, pas grand-chose quantitativement. C'est 30% de ces jeunesses qui vont voter. C'est là où j'allais dire que je n'étais pas d'accord avec vous. S'il y a bien un point commun entre tous ces jeunes, c'est l'abstention. Donc aussi, on peut les considérer, moi je trouve, comme une catégorie électorale parce qu'il y a 7 jeunes sur 10 qui ne vont pas voter. Donc il faut quand même prendre à bras-le-corps ce problème. Parce qu'ils se reconnaissent plus dans une participation contestataire que dans une participation conventionnelle comme le vote. C'est tout l'enjeu. Et ça va avec les manifestations contre le C'est l'enjeu pour tous les climatique. politiques, évidemment, pour réanimer un peu la vie démocratique avec les 25-34 ans. Bon, ils sont jeunes, mais enfin, ils sont quand même adultes. C'est pas non plus, ils sortent pas du nid. Donc, c'est l'enjeu, il est urgent. C'est pour demain et c'est aujourd'hui aussi. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat.